Dans ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev, on va chez une boîte que vous connaissez tous, un géant mondial dans plusieurs secteurs, mais qui pourtant n'a rien d'une multinationale fade et ennuyeuse quand on discute avec les développeurs de chez eux. Comme vous l'avez vu dans le titre, je veux bien sûr parler de Vinci. Il y a quelques semaines, ils m'ont accueilli chez eux, proche de La Défense, et j'ai pu discuter avec 3 développeurs de chez Vinci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vinci se décompose en plusieurs marques ou plusieurs groupes qui ont chacun leur objectif bien précis. Et justement, j'ai pu échanger avec une personne de chaque entité. Donc ils bossent tous pour le groupe Vinci, mais Harris fait partie de l'entité Axians, Yaya de l'entité Vinci Construction et Anthony de l'entité Citeos. Et ces 3 entités font toutes partie du groupe Vinci. On va parler des études bien sûr pour intégrer une telle boîte, du recrutement, des journées type d'un développeur ou encore des compétences qu'il faut avoir pour être un bon développeur. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont chacun dans une entité différente de Vinci, ils auront leur propre réponse et chacun leur propre vision à tout ça. Harris Wazar, responsable de l'équipe projet développement chez ACSP, Actions Cloud Provider, qui est une entité de la marque Axians qui appartient à Vinci. Moi c'est Anthony, je suis ingénieur projet développeur full stack au sein de Citeos Solutions Digitales et ça fait 6 ans que je suis au sein du groupe. Bonjour, je m'appelle Yaya, j'ai 27 ans, je suis développeur .NET au sein de Vinci Construction Système d'Information depuis 2 ans et demi. Donc ici on a l'équipe développement, donc 2 développeurs. Il y a un chef de projet qui s'est greffé là-bas. Ici, donc l'équipe projet, une chef de projet, et là, du coup, c'est la partie web designer. Ensuite, sur le plateau technique, donc là, on a l'équipe ici, base de données, système. Ici, on a les équipes DevOps, équipe donc système Linux et Windows, équipe réseau. Ici, on a l'équipe monitoring, MCO, et là-bas, donc l'équipe virtualisation, stockage, et voilà. Comme je vous le disais en introduction, ils bossent chacun dans une entité différente. Du coup, je leur ai demandé de décrire un peu le produit ou le projet sur lequel ils travaillent et qu'ils sont en train de développer. Alors le produit pour lequel je travaille s'intitule BeamCity, qui est un hyperviseur destiné aux collectivités. Cet hyperviseur s'interface à des systèmes externes pour récolter de la donnée et la corréler. Et cette donnée est mise à disposition de divers opérateurs dans le but de les aider à l'exploitation, en particulier pour de la régulation de trafic et de la maintenance d'infrastructures. Donc en gros, c'est un logiciel qui va recevoir plein de données différentes, comme par exemple une panne sur un feu rouge ou un accident sur la route, et qui va permettre d'envoyer plein de signaux pour, en quelque sorte, rendre la ville intelligente. Alors un des exemples concrets, un cas d'usage particulier, serait pour un opérateur d'avoir un événement qui remonte sur l'hyperviseur, un événement par exemple de type accident, dans lequel le système va recalculer les données pour proposer un plan d'action aux opérateurs. Parmi ce plan d'action, on peut avoir des actions externes, comme appeler des services publics comme la police ou les pompiers, ou piloter des équipements sur le territoire, comme réguler des carrefours de feu pour les mettre au orange clignotant. L'objectif majeur du produit pour lequel je développe aujourd'hui, c'est pour les clients d'avoir une gestion efficiente du territoire et de pouvoir réduire leurs coûts en énergie et en consommation. Alors, je travaille sur un produit qui s'appelle Next, qui est destiné du coup aux chefs de chantier. Et l'objectif en fait, c'est de réduire les émissions de CO2 sur tous les chantiers du coup de Vinci autour du globe. Alors, on travaille aujourd'hui avec 3 développeurs sur un outil interne qui permet de regrouper toutes les activités internes de la société. Donc nous, il y a différentes activités qui sont pour la plupart techniques. Il y a du commerce, il y a de la finance, il y a le service RH. Toutes ces activités sont représentées en fait dans l'outil via un développement de différents process qui sont utilisés. Il y a des sociétés pour matérialiser un processus, ils vont l'écrire sur une feuille ou ils vont faire quelque chose de très théorique. Nous, on va le développer et on va faire en sorte que les gens le suivent naturellement. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous demander comment faire pour devenir développeur. Est-ce qu'il faut forcément passer par une grande école d'ingénieur ou si un bootcamp de 3 mois suffit? Du coup, je leur ai demandé de nous raconter un peu quel était leur parcours scolaire pour savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Mon parcours scolaire, donc j'ai eu un bac S. Ensuite, j'ai enchaîné par 2 ans de DUT informatique. J'ai fait ensuite de l'alternance, donc chez ACSP. J'ai fait une licence et un master en informatique, plus orienté sur la fin développement et surtout management et gestion de projet. Alors pour devenir développeur, donc je suis passé par une licence en informatique. Par la suite, j'ai débouché sur une école d'ingénieur. Et Vinci est ma première expérience professionnelle. J'ai été d'abord recruté en tant que stagiaire, puis je suis devenu apprenti, et enfin j'ai été recruté en CDI au sein du groupe. Du coup, j'ai fait 2 années de classe préparatoire à l'école supérieure multinationale de télécommunications qui se trouve à Dakar.
À la suite de cela, j'ai intégré l'Université Polytechnique de Nantes, où j'ai eu mon master en électronique et technologie numérique. Donc aujourd'hui, sur la partie recrutement, nous c'est simple. Donc il y a des annonces qui sont faites sur le site RH Vinci, des postes qui sont à pourvoir. Sur LinkedIn, il y a pas mal d'offres également qui sont partagées. Donc il suffit de postuler à une offre et vous serez recontacté derrière par le RH d'abord, donc un entretien RH. Ensuite, un entretien un peu plus technique avec le responsable de l'activité en question. Donc quand c'est du dev, ça sera avec le responsable de l'équipe développement. Et en fonction des différents postes ouverts, vous aurez juste un entretien avec le responsable de service. Le premier, donc entretien RH avec le RH, ça va être vraiment le savoir-être, les caractéristiques, les qualités humaines de la personne qui vont être jugées. Et quand je dis qualité humaine, c'est plus la motivation, ça va être la curiosité, est-ce qu'on a l'écoute, etc. Et sur la partie technique, il y a quand même un test technique du coup qui est fait en fonction des différents postes. C'est ce que je disais. Si on rentre en tant qu'alternant, on va pas attendre la même chose d'un alternant que de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Donc un alternant, vraiment moi de mon côté, ce que je vais vraiment regarder, ça va être la motivation. Ça va être les bases, donc il faut avoir des bases quand même, savoir de quoi on parle, avoir un bon bagage de départ. Idéalement, des gens passionnés, parce que quand on aime ce qu'on fait, donc ça demande toujours moins d'efforts pour apprendre et pour monter en compétences. Et après, c'est est-ce que je suis curieux, est-ce que je suis à l'écoute, est-ce que je suis motivé, je suis demandeur. Et donc là, c'est vraiment ces caractéristiques-là, qui vont faire en sorte que la personne va s'épanouir et va à un moment donné être un excellent profil, un excellent développeur, un excellent admin ou autre. Plutôt quelqu'un qui vient peut-être au départ avec des bonnes bases, qui vient avec des certitudes, qui pense, on va dire, avoir un peu tout vu. Et c'est des profils qui sont plus compliqués à accompagner, à aider et à faire monter en compétences. Mon recrutement chez Vinci s'est passé en 2 étapes. La première étant avec le chef d'entreprise, un entretien pour présenter les différents projets. Et le deuxième entretien s'est passé avec un chef de projet qui m'a fait passer un entretien plutôt technique. Du coup, j'ai commencé par un process assez basique, on va dire. Premier entretien avec la RH, histoire de détailler pourquoi du coup je suis intéressé par ce poste, les missions qui me seront confiées. Un deuxième process du coup plutôt technique avec celui qui est devenu du coup mon tech lead aujourd'hui. Et un troisième process plutôt informel sur ce qu'il reste à faire, ce que j'aurais à faire du coup pour Vinci. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a un truc dont on n'avait pas parlé jusque-là, c'est le diplôme. On sait qu'en France, c'est quelque chose qui est souvent regardé, mais chaque boîte a un peu son propre discours là-dessus. Du coup, je leur ai demandé à tous les 3 ce qu'ils en pensaient et s'il fallait obligatoirement un diplôme pour devenir développeur. Et vous allez voir qu'ils ont tous un point de vue un petit peu différent. Non, le diplôme, c'est pas le plus important. Ça peut être important dans certains cas, sur certains postes, mais nous, chez nous, on prête pas trop d'importance au diplôme. Nous, ce qui vraiment va nous intéresser, c'est ce que les gens savent faire, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des bacs plus 5, qui ne savent pas produire grand-chose, et d'autres qui sont autodidactes et qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Le diplôme, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le diplôme d'ingénieur, pour moi, est obligatoire pour devenir développeur, puisqu'il permet d'avoir des connaissances techniques solides et d'avoir une faculté de communication, car dans le métier de développeur, on communique beaucoup entre développeurs et c'est essentiel pour amener à bien un projet. Le métier de développeur est souvent assez flou et c'est difficile de montrer en quoi il consiste parce qu'on passe la plupart de notre temps devant l'ordi. Du coup, je leur ai demandé de nous expliquer un peu quelles étaient les différentes missions d'un développeur et en quoi consistait ce métier. Parce qu'il y a plusieurs facettes. Il y a le développement, certes, mais qui est souvent aussi pas mal associé à du management ou de la gestion de projet. Et encore une fois, vous allez voir qu'ils ont chacun un métier différent et que Yaya m'a même donné une métaphore que j'aime beaucoup. Du coup, nous sommes les constructeurs du monde virtuel. Non, mais plus sérieusement, du coup, c'est de la conception, de l'amélioration de tout ce qui est application web, site web, programme, logiciel, en se basant du coup sur un cahier des charges bien défini. Les premières étapes de conception, on réalise avec le client des ateliers d'expression du besoin pour mieux comprendre les fonctionnalités essentielles. Suite à cette phase d'analyse, on a des spécifications à rédiger. Suite à ces spécifications, on les
donne aux différents développeurs. Les développeurs s'appuient du coup sur des fonctionnalités qui ont été écrites et rédigées par le product owner. Ces fonctionnalités sont développées par du coup les développeurs et sont ensuite testées par le product owner, puis ensuite testées par le client afin de s'assurer de la rigidité de l'application et de la solidité même de cet applicatif au sein de leur service. Une fois que cette application est validée par le client, elle est mise en service. Donc là, on fait déjà un peu de gestion de projet sur la partie dev. Donc on nous a toujours poussé en fait à prendre un peu de hauteur sur ce qu'on développe, pas juste être un développeur. Donc du coup, ça c'était les missions en tant que développeur. Principalement, c'est recueillir un besoin, l'exprimer de façon fonctionnelle, ensuite le traduire techniquement, parce que techniquement derrière ça peut être X langage, etc. Le plus important, ça va être l'algo qui va être mis en place, l'optimiser, et après derrière c'est juste le développer. Ensuite, en parallèle, donc je faisais la gestion de projet, plus un peu dans le management, par la force des choses. Donc c'est tout naturellement que j'ai pris également un poste de chef de projet, plus donc du coup développeur. Un poste de chef de projet, ça va être gérer des projets de build, donc des nouveaux projets qui vont rentrer, les prendre, les cadrer, faire des réunions techniques avec les équipes, définir un plan projet, une planification, gérer une relation avec des clients et être le point d'entrée de ce client. Animer les points d'équipe, donner la voie à suivre, quels sont les objectifs à court, moyen et long terme. Comme cette vidéo s'appelle Une journée avec un dev, j'ai quand même voulu savoir à quoi ressemblait leur journée et s'ils avaient un peu des journées types à nous décrire. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de journée type chez Vinci. Tout dépend du projet sur lequel on travaille. Pour ma part, je travaille sur un projet. On commence tous les jours par un daily meeting qui nous permet du coup de débriefer et de parler de tout ce qui a été fait, ce qu'il y a à faire et d'identifier les potentiels points bloquants. Alors une journée type donc de développeur chez ACSP, ça va être beaucoup des nouvelles fonctionnalités à mettre en place, sur des corrections de bugs, de l'amélioration continue. C'est vraiment ça, une journée type, si je vais arriver. J'ai ma mission qui m'a été fixée à la semaine en général. On fait quand même des mises en prod très courtes pour éviter de faire une grosse MEP, une grosse mise en production d'un coup, où il peut y avoir des bugs, des régressions, etc. Sur les autres équipes, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a la partie run. Donc il y a des clients qui ont des infras. Donc là, je vais pas avoir pareil, des incidents, c'est pas des bugs, ça va être des incidents. Donc là, je vais sortir de mon quotidien pour aller résoudre l'incident. C'est la priorité plus. Et sinon, sur un admin réseau, sur des équipes système, etc. Ça va être vraiment des choses pas de build, mais des demandes qui vont émaner du client, de création de VM, designer des infras sur la partie build, faire des ouvertures de flux. C'est vraiment des missions diverses. À la fin de chaque sprint, on a une réunion qu'on appelle le REX, qui est rétro et review, dans laquelle on va faire un bilan du sprint. Les tâches accomplies, les tâches qui ont eu un peu plus de retard, et de faire le point sur les nouvelles fonctionnalités qui vont être développées pour le sprint suivant. On a plus régulièrement des réunions qui vont permettre de faire ce qu'on appelle des sessions de grooming, dans lesquelles le product owner va présenter des nouvelles fonctionnalités et les développeurs vont devoir les découper en tickets plutôt orientés développement pour savoir s'il faut mieux développer sur du front ou sur du back et de chiffrer ces tickets-là. Sur la partie management, donc là c'est plus compliqué on va dire à planifier. On a des actions de base avec les réunions d'équipe, les actions qui nous incombent parce que je fais encore moi personnellement du projet, un peu de dev, etc. Donc j'ai aussi des actions à faire. Et après il y a tout ce qui se passe autour, c'est ce que je disais, du coup il y a les incidents qui vont tomber, il y a des clients qui sont pas contents ou des clients qui sont contents, qui veulent échanger sur certains points. Et donc là tout ça il faut les greffer dans le planning, donc c'est un planning très chargé. Pour être un bon développeur, selon moi, il y a 3 critères essentiels. Le premier, c'est d'avoir des connaissances techniques solides. À l'école, vous êtes encore en apprentissage, donc là, il faut être curieux et il faut vraiment faire tout le travail invisible. C'est comme un sportif de haut niveau, dans le sens où vous allez apprendre des choses à l'école, vous allez peut-être avoir des missions en entreprise, mais derrière, ce qui va vraiment définir ce que vous allez être plus tard, c'est tout le travail invisible, les projets que vous allez faire à côté, toutes les recherches, etc. qui vont être entreprises. Je dirais d'abord qu'il faut être passionné. Je sais pas si c'est forcément une compétence, mais pour moi c'est primordial du coup pour être développeur. Avoir la passion du coup de ce qu'on fait. Être curieux, du coup être à l'affût de tout ce qui est une nouvelle technologie. Avoir un esprit critique du coup pour pouvoir identifier les points bloquants et résoudre le plus rapidement possible. Et la dernière pour moi, la plus essentielle, c'est de s'intéresser au métier des clients. Donc dans la pratique, pour mieux appréhender le métier du client, c'est d'avoir beaucoup de communication avec lui, d'avoir des exemples concrets d'utilisation
de voir leur usage courant, de s'intéresser effectivement à l'actualité, car des fois l'actualité des clients, on peut l'avoir au travers de divers médias. Et voilà, je pense que déjà si on a ces qualités-là, on a tout le bagage nécessaire pour être déjà un excellent développeur. Alors, comme on l'a déjà dit dans la vidéo, Harris est certes développeur, mais il a aussi surtout une casquette de manager. Du coup, je lui ai demandé quelles étaient les compétences qu'il fallait avoir pour devenir un bon manager, et si ça se faisait naturellement ou s'il fallait des compétences particulières. Ensuite, si jamais on va aller au-dessus, donc là ça va être des compétences relationnelles. Si je veux faire de la gestion de projet, il faut avoir un bon relationnel, il faut savoir travailler en équipe. Côté développeur, il faut aussi travailler en équipe, mais c'est beaucoup moins marqué. Sans être trop dur, ni trop protecteur, vraiment trouver les bons arguments, les bons leviers en fonction des différents profils. Beaucoup de qualités humaines qui rentrent en jeu. Beaucoup moins technique pour le coup, mais c'est vraiment une force déjà d'être dans la technique et de gérer des projets. Un chef de projet qui comprend pas techniquement ce qu'il fait, c'est toujours plus compliqué de prendre de la hauteur, d'anticiper les différents risques qu'ils vont avoir, etc. Ensuite, pour être manager, donc là c'est pareil, ça va être des relations naturelles, j'ai envie de dire, de management, un bon relationnel, savoir motiver les gens, montrer l'exemple, parce que moi je suis très dans l'exemple. En termes de langage, maintenant, parce que je sais que ça vous intéresse, vous allez voir qu'il y a pas mal de langages différents qu'ils utilisent, et ça dépend surtout de l'entité dans laquelle ils sont, parce qu'ils bossent bien sûr sur des projets différents. Les langages utilisés chez nous, c'est beaucoup des langages on va dire web, donc il y a du PHP, toute la partie JS, CSS, HTML, etc. Donc tous les langages classiques web, du Python. Et en fonction en fait des différents besoins, des fois on va s'adapter certaines applications, pour certains modules, pour certaines API vers lesquelles on veut s'interfacer. Peut-être qu'on va faire du Java, peut-être qu'on va faire du C, etc. On n'est vraiment pas fermé sur le langage en question. Et c'est pour ça que j'insistais sur vraiment la curiosité et le fait d'être vraiment très souple d'esprit et de ne pas être fermé sur un langage. Sur la partie framework, on est également aujourd'hui vers une évolution pour mettre en place une architecture mine, donc avec du MongoDB, Express, Angular et Node.js. Côté back, on a du Java avec le framework Spring. Côté base de données, on utilise du Postgre. Côté front, on utilise du Vue.js. Et côté envoi et réception de données, on utilise un RabbitMQ. Je travaille plus avec du .NET. Du coup, langage C#. Ça, c'est plutôt côté back. Côté front, on travaille avec du JS, du React, de l'Angular. Pour les outils, c'est du coup toute la famille Visual Studio Code. Alors pour gérer notre code, on utilise GitLab, dans lequel on a toute la liste des tickets à développer. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé quand j'ai échangé avec eux, c'est qu'ils m'ont tous un petit peu présenté leur groupe ou leur entité un peu comme une start-up, du moins dans la façon de travailler. Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur l'organisation des équipes et les différents niveaux de hiérarchie. Alors chez nous, la hiérarchie, elle existe, mais elle est très peu marquée au quotidien, dans le sens où on fonctionne encore en mode start-up. C'est la force des entités d'Axians, donc on est vraiment à taille humaine. Au sein des équipes, il y a souvent un profil qui va se dégager, qui va être plus expérimenté, plus aguerri techniquement, donc il va prendre intuitivement le rôle de lead technique un peu sur l'équipe, mais sinon il n'y a pas d'autre niveau hiérarchique au sein des équipes. J'ai 2 niveaux supérieurs, on va dire. J'ai mon chef d'équipe qui a 3 différents pôles qui sont axés du coup sur l'IT, le digital. Un pôle plutôt dédié à l'intranet Vinci, un pôle dédié à tout ce qui est low code et Power BI. Du coup, dans ce pôle, on pourra trouver du coup des développeurs SharePoint. Et mon pôle à moi, du coup, qui a un pôle plutôt axé sur le développement pur et dur, développeur .NET, tout ce qui est mobile aussi. Et du coup, on a des tech leads par pôle et derrière une équipe de juniors développeurs. Donc l'équipe BIMcity est une équipe qui est composée d'une dizaine de développeurs. La plupart des développeurs développent sur le produit même. D'autres développeurs vont être plus rattachés à des projets pour des clients spécifiques. Pour ces projets-là, l'objectif étant d'aller intégrer de la donnée qui est spécialisée pour ces clients-là. Le Product Owner a pour objectif de faire le point sur les fonctionnalités du produit et écoute souvent le besoin des différents clients. Dans mon rôle, en particulier, je suis intégrateur de données. Donc l'objectif est de faire des ateliers avec le client et il arrive que le client remonte des nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans le projet. Une fois que ces fonctionnalités sont remontées, me sont parvenues, j'en fais part auprès du Product Owner et aussi auprès d'un lead tech afin de s'assurer de la faisabilité de la fonctionnalité d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue technique. Alors pourquoi aujourd'hui je suis encore ici, c'est ce que je disais, donc du coup la force du groupe Vinci, c'est un immense groupe, mais concrètement au quotidien, c'est vraiment des entités, des sociétés à taille humaine qui sont complètement autonomes. J'ai l'impression de travailler dans une start-up, dans le sens où quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais pour qui tu travailles, etc. On a une proximité avec les clients, on crée une complicité avec nos collègues, et le matin quand on vient, on sait pourquoi on travaille et on sait le sens de ce qui est fait. Si on se compare à d'autres grands groupes,
où là vraiment c'est des multinationales, on a l'impression d'être un pion parmi tant d'autres. J'ai choisi Vinci parce que du coup c'était la seule boîte qui me présentait un projet qui me parlait. Ce qui m'a marqué, c'est ils avaient cette volonté de créer une équipe de jeunes diplômés qui pourraient du coup monter en compétences dans leur boîte, mais aussi participer au développement de l'entreprise. La force principale chez Vinci est pour moi la richesse des métiers qui constituent l'entreprise. Plusieurs entreprises peuvent travailler en commun pour répondre à un appel d'offres pour un client, ce qui en fait la force principale. Et le deuxième point essentiel étant l'organisation de Vinci en différentes PME, ce qui permet de conserver des entreprises à taille humaine dans lesquelles aujourd'hui j'ai pu interagir avec tous les membres de mon entreprise. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'entreprise, sur le métier de développeur ou sur n'importe quel autre sujet, vous pouvez nous poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra le plus vite possible. Et si vous avez envie de rejoindre l'une des marques de Vinci, vous pouvez regarder tous les liens dans la description. Dites-moi également en commentaire les prochaines boîtes que vous voulez voir dans ce format Une journée avec un développeur. Et sur ce, nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.